Donc voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc on poursuit comme convenu ce cycle de Webex conférence d'Osons le Progrès sur la thématique de l'après après crise du coronavirus, après Covid. Nous avons eu une première conférence il y a 2 semaines qui est très intéressante sur la question de la radicalité. Faut-il être plus radical que nous l'avons été précédemment? Cette semaine, aujourd'hui, nous voulions explorer une autre thématique qui est celle des relocalisations et donc en creux de la mondialisation et de son impact positif ou négatif sur nos économies et comment repenser le monde d'après sur cette question des relocalisations. Alors pour discuter de ça aujourd'hui, je vous propose de faire en 2 temps. D'abord, dans un premier temps, je vais donner la parole à Adrien Lavessière et Claire Martin, qui ont tous deux rédigé 2 notes qu'Osons le Progrès a publiées ces dernières semaines. Donc une première note d'Adrien Lavessière sur la thématique des territoires et du monde d'après, comment réorganiser nos territoires, et évidemment la question des relocalisations se pose dans ce contexte-là. Et ensuite, Claire Martin, qui a rédigé ou coordonné la rédaction d'une note sur la mondialisation raisonnée et relocalisation ciblée, c'est comme ça que ça s'appelait. Donc, je vais leur proposer à chacun d'entre eux de nous faire une présentation vraiment rapide en quelques minutes de ce qu'ils ont voulu faire passer comme messages principaux dans ces notes. Et ensuite, on passera à un débat et à une discussion avec nos 2 invités principaux que je remercie vraiment beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Bénédicte Perrol, donc députée de l'Allier, vice-présidente de la commission des finances, qui nous donnera à la fois, je dirais, sa vision à la fois nationale en tant qu'élu national et puis local à travers ce qu'elle vit aussi dans sa région actuellement. Et puis David Jaïz, qui est haut fonctionnaire, essayiste, qui est l'auteur notamment d'un livre très remarqué qui a pour titre Slow Démocratie. Comment maîtriser la mondialisation et prendre notre destin en main. Et donc, c'est tout à fait dans le cadre des discussions qu'on doit avoir aujourd'hui. Et ce débat sera animé par Catherine Jagu, qui a organisé et conçu cette session. Voilà, alors, sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Adrien pour commencer. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de ta note sur les territoires? Ouais, bien sûr, merci Philippe. Bonjour à tous et à tous. Alors, nous, la question des territoires, on l'a abordée un petit peu avant la crise sanitaire, et donc, de fait, les choses sont passées depuis, sans vraiment remettre en question les principaux axes sur lesquels nous travaillons, et notamment sur la question des décentralisations, en soulignant la prégnance d'un certain nombre de points. On ne t'entend pas très très bien. Ah, vous m'entendez pas très très bien. Alors, c'est me rapprocher. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux, oui. Bon, d'accord. Alors du coup, effectivement, la question de la crise sanitaire a souligné un certain nombre de points qui n'étaient qu'émergents, et notamment celui de la relocalisation et de la mondialisation. On s'est donc posé la question de savoir si ça remettait complètement en cause cette question de mondialisation. Donc la relocalisation, tout d'abord, il apparaît que c'est pas vraiment au cœur d'un clivage politique. C'est-à-dire qu'il y a un localisme d'extrême droite, il y a des utopies autarciques, il y a un colbertisme gaullien, un socialisme productif. Donc à l'arrivée, tout ça peut amener à penser la relocalisation, quel que soit finalement le panel politique, et on est plutôt au cœur d'un sujet de philosophie politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut en faire. Et d'ailleurs, la crise sanitaire remet bien ça sur le devant de la scène, puisque l'ensemble des familles politiques s'est ressaisi de cette question, mais avec un fond philosophique un petit peu différent. Donc la relocalisation est devenue assez œcuménique par-delà les clivages politiques, mais avec deux visions je propose 2 visions qui sont assez subjectives naturellement. L'une qui est vraiment la démondialisation et l'autre qui porte plutôt sur l'autonomisation des territoires. Cette question de la démondialisation a été très présente parce que la crise sanitaire a souligné un certain nombre de dépendances qui ont apporté un certain nombre de critiques.
Donc sur le papier, lorsque l'on parle de relocalisation, démondialisation, il s'agirait de produire sur le territoire national tous les besoins d'une société. Donc de manière assez caricaturale, on arrête les importations, on réinternalise les capacités de production dans des usines aujourd'hui utilisées pour des productions exportatrices, et on cesse donc toutes ces exportations. Ce qui amènerait en plus un équilibre de notre balance commerciale qui est structurellement déficitaire. Donc, de manière assez théorique, ça pourrait marcher. Mais alors, avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on fasse un petit peu une photographie de la situation des territoires en France. En France, on va dire qu'on connaît une rupture grandissante entre deux France. Une France qui va bien, peuplée des anywhere, comme dirait Goodhart, qui sont intégrés dans ce phénomène de globalisation et qui sont plutôt dans les métropoles, versus une France qui a un sentiment plus ou moins fondé parfois d'exclusion de ce processus de développement social, culturel et économique, et une exclusion qui est notamment marquée par le recul de l'emploi et du service public. C'est ce qu'ont souligné le mouvement des Gilets jaunes, ou c'est ce qu'a souligné Jérôme Fourquet dans l'archipel français, ou encore dans un ouvrage collectif, Les origines du populisme. On voit bien cette fragmentation des territoires. Donc, on a des territoires qui seraient en décrochage, réel ou ressenti, mais qui bénéficient toutefois, et je pense qu'il est important de le souligner pour aller sur la question de la démondialisation, de deux phénomènes de solidarité mécanique. Le premier phénomène, c'est celui de la mobilité. C'est-à-dire qu'on a plutôt des riches urbains qui se développent, qui vont vers des territoires attractifs, souvent peu dynamiques, et donc qui permettent de générer un transfert de revenus, notamment par des phénomènes de retraités qui s'installent à la campagne, ou tout simplement par des cadres qui vont passer des loisirs ailleurs. Ça permet un transfert de revenus. Le deuxième mécanisme de solidarité mécanique, c'est celui des systèmes territoriaux. C'est-à-dire qu'on a généralement une métropole ou un bassin d'emploi qui a une forte spécialisation économique et qui, du fait de ces spécialisations économiques, va venir irriguer l'ensemble de son territoire. Et les territoires adjacents jouent un rôle fonctionnel dans ce système territorial. Là, on travaille, à tel endroit, on loge, à tel endroit, on produit l'alimentation nécessaire, ou à tel endroit, on fait des loisirs. Donc ça permet d'avoir finalement une imbrication des territoires autour d'un système. Si bien que, effectivement, on voit qu'il y a par exemple un certain nombre de territoires qui sont très dépendants d'activités fortement exportatrices. On pense à l'aéronautique, notamment en Occitanie, on pense à l'automobile, en Grand Est, on pense à la chimie et la cosmétique, ou encore à l'agroalimentaire en Bretagne ou en Normandie. Donc ça veut dire que ces secteurs d'activité qui sont très exportateurs structurent pourtant tout un système territorial. Donc, par effet de conséquence, parce qu'il y a ces exportations, parce qu'il y a des systèmes territoriaux, il y a alors tout un système territorial, même qui est reculé de la mondialisation, qui dépend pourtant de cette mondialisation. Donc, on arrive dans une situation dans laquelle on identifie 4 problèmes majeurs. Parce que si on dit que la démondialisation ou la relocalisation, c'est finalement refaire en France ce que l'on faisait hier à l'étranger, on voit 4 limites potentielles. La première limite, c'est celle de la temporalité et de la mobilité. D'un point de vue macroéconomique, on perçoit l'intérêt d'un changement de spécialisation économique des territoires, et donc toi tu faisais des voitures, demain tu vas faire des respirateurs. Toutefois, c'est pas aussi simple que ça d'un point de vue temporel, tout simplement sur l'acquisition des compétences. Aujourd'hui, la production industrielle que l'on peut avoir en France nécessite un certain nombre de compétences dont on dispose aujourd'hui. L'industrie de demain nécessiterait donc de nouvelles compétences, et donc il faut ce laps de temps qui permette d'acquérir les nouvelles compétences nécessaires. Ça s'inscrit nécessairement, cette relocalisation, dans un temps long. Ça ne peut pas être une rupture du jour au lendemain. La deuxième limite, c'est celle des inégalités territoriales. On l'a vu donc, les territoires n'ont pas les mêmes dépendances aux exportations, au secteur globalisé, et n'ont pas les mêmes liens entre eux, du fait même de ces systèmes territoriaux. Renoncer à la mondialisation, c'est donc réduire la richesse des moteurs économiques, on pense notamment à l'Île-de-France, et donc la capacité à redistribuer les revenus par des systèmes de péréquation ou alors de consommation internationale, donc de solidarité mécanique. La deuxième limite, c'est que renoncer à la mondialisation, c'est aussi mettre en risque des territoires fragiles qui dépendent des métropoles les plus motrices par insertion dans ces systèmes territoriaux dont on parlait précédemment. Donc, remettre en question la mondialisation, c'est déstabiliser l'ensemble de ces systèmes. La troisième limite, c'est celle de la compétitivité et de l'emploi. On le sait, la France est compétitive, mais hors coût. C'est-à-dire qu'on sait produire, mais globalement des produits à très forte valeur ajoutée, qui sont des produits très chers. Ce coût de production s'explique notamment par le coût du travail, on a un travail qui bénéficie d'un haut système de protection sociale, donc nécessairement qui peut coûter plus cher que dans d'autres pays.
Donc, si on relocalise, ça veut dire soit qu'on augmente les prix de vente au détriment des plus pauvres, soit qu'on accélère la robotisation et la production automatique, et donc au détriment de la création d'emplois. La relocalisation est donc un risque majeur de décrochage encore des personnes les plus en situation de précarité. Enfin, et là d'un point de vue plutôt global, il y a un risque en termes d'inégalité mondiale, puisque certains pays se construisent dans cette mondialisation. On le voit très bien avec la Chine, qui a été l'usine du monde avant d'être constructeur, puis avant de devenir un véritable concepteur. Maintenant, la Chine est à la pointe de la recherche, et on pense notamment aux télécoms avec un Huawei ou aux ferroviaires avec un CRRC, qui sont aujourd'hui à la pointe de l'innovation et qui sont même des leaders dans leur domaine. Donc, les ruptures de ce lien unissant des pays par la mondialisation viendrait remettre considérablement en cause un certain nombre de leviers de croissance pour beaucoup de pays émergents. Donc, quand on dit relocalisation, il faut penser démondialisation, mais il ne faut pas penser que démondialisation parce qu'on le voit pousser à l'extrême, c'est excessif. On arrive donc à la deuxième forme de relocalisation qui serait la relocalisation autonomisation des territoires. Alors de manière caricaturale, là aussi, certains souhaiteraient recréer des systèmes autarciques au risque de créer des économies autonomes et des communautés au risque même d'accéder donc à un rejet de la diversité et de l'extériorité. Bien sûr, on ne postule pas ceci, on postule plutôt une logique d'autonomisation économique territoriale, économique et sociale, c'est-à-dire une décentralisation de la création de valeur, pour permettre à certains territoires, des régions, des intercommunalités, entendues comme étant des pouvoirs publics associant des citoyens et des parties prenantes, pour identifier des relais de croissance et d'emploi, les organiser, les mettre en œuvre et donc générer des pôles de création de valeur. C'est donc la capacité à développer le tourisme, notamment le tourisme durable. On le voit, un plan d'action a été lancé en région Nouvelle-Aquitaine concernant le lac de Vessivière pour mettre 15 millions justement sur du tourisme durable. On parle également des énergies renouvelables locales, en lien avec l'agriculture, en lien avec les ressources naturelles. On pense également à la modernisation de l'agriculture ou de l'artisanat productif. Ce sont plein en réalité de relais de croissance sur lesquels on peut capitaliser pour développer encore la création d'emplois et le développement social, permettant de multiplier des centralités économiques plus locales, plus organisées entre elles, et donc de préserver la résilience économique et sociale de nos territoires. En conclusion, la note que nous avons proposée propose un modèle économique et social reposant sur trois fondements, qui sont d'une part la création de valeur locale et organisée sur la base des forces inexploitées ou insuffisamment exploitées à date. Le deuxième point, c'est la relocalisation des productions critiques, c'est-à-dire notamment les produits liés à la santé, à l'énergie, aux télécoms, à la juste échelle. Et j'insiste sur cette notion de juste échelle parce que souvent elle peut être européenne. Le jeu des complémentarités européennes peut largement nous permettre de réduire notre dépendance au reste du monde, à condition de savoir faire jouer ces complémentarités. Et le troisième point, c'est donc il y a un certain nombre d'échanges internationaux qui devront demeurer. C'est une mondialisation raisonnée, c'est-à-dire qu'on réduit ces échanges au juste nécessaire. Par contre, je ne crois pas que l'on puisse tout réinternaliser, ni qu'il soit souhaitable de tout réinternaliser dans la production nationale. Donc, on doit pour autant rejeter cette idée d'une relocalisation strictement nationale au profit de cet équilibre entre les territoires, et notamment les régions, et l'Europe, qui semble être le parfait maillage. C'est donc cette idée de mondialisation des données qu'on a évoquée. Merci beaucoup Adrien. Claire, je te passe la parole pour une explication de ta vision. Oui, donc merci Adrien pour ton intervention. Donc, il a vraiment très bien détaillé l'implication de la relocalisation sur les territoires. Donc en fait, c'est un mantra politique qui est revenu sur le devant de la scène, notamment à cause de la crise. Donc en fait, il y a une lecture symbolique, politique et une lecture économique du mot relocalisation. Donc, symboliquement, les relocalisations sont vues comme un remède à 40 ans de désindustrialisation, de déclassement des territoires qui accueillaient autrefois des usines. Mais malgré tout, la relocalisation ne pourra pas permettre une population active dans l'industrie de 30%, comme c'était le cas en 1975, par exemple. Il y a pas mal de chefs d'entreprise qui sont convaincus
qu'il n'y aura pas vraiment un mouvement de rapatriement massif des usines en France. Le MEDEF dit vouloir engager une politique de relocalisation ciblée de filières stratégiques en France et en Europe, à condition que l'État réduise 5,5 milliards d'impôts de production. Donc, il y a un problème de coût de la main-d'œuvre. Et pour ça, ils veulent notamment un débat donc économique, pas politique, vraiment économique, pour prendre en compte les coûts directs et indirects des transports, les émissions de CO2 pour la relocalisation. Pour d'autres personnes, en fait, la relocalisation, c'est un peu une quête impossible qui se heurterait forcément aux hausses de coûts de production et au manque de compétences locales. Donc, ce sont deux sujets qui empêchent pour l'instant la relocalisation. Surtout qu'en plus, beaucoup de pays émergents ont développé des compétences et des capacités de production qui seront difficiles à transposer rapidement dans les pays pour relocaliser. Même si ces écarts de coûts ont diminué en 20 ans. Mais ils restent quand même significatifs. Et en plus, la question des matières premières restera insoluble. Par contre, tout le monde est d'accord, politique et chefs d'entreprise, pour admettre quand même qu'il y a des chaînes de valeur qui sont beaucoup trop fragmentées. Donc, dans la note, on a identifié 4 points stratégiques où il faudrait relocaliser les productions. Notamment, ça passe par la production de principes actifs de médicaments en Europe. Lors de la crise sanitaire, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui manquait énormément et que les hôpitaux se trouvaient à court de médicaments de base pour animer les patients, ou même des antibiotiques. Et à partir de là, les autorités ont cherché des pistes pour faire revenir certaines productions. Et rapatrier la production de médicaments est extrêmement compliqué parce qu'il faut les tracer à chaque étape de leur production. Et les autorités de santé ne savent pas où aller chercher ces médicaments. Parce que chaque année, les industriels déclarent leurs sources d'approvisionnement à l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Mais faute de moyens suffisants, les données ne sont pas exploitées, ce qui rend en fait impossible l'identification des maillons faibles. Et par exemple, le circuit d'approvisionnement du midazolam, donc utilisé en réanimation, et un exemple concret du manque de planification de ces molécules essentielles pour nos hôpitaux. Donc, donc ça, c'est parti de la première filière stratégique. Ensuite, on a également identifié la relocalisation de production de protéines végétales en Europe pour nourrir les animaux. Quand on discute avec des agriculteurs, moi je viens d'une région rurale et je discutais justement avec des exploitants, ils ont besoin d'importer du soja d'Argentine, du Brésil. Et quand on discutant avec eux, on dit mais pourquoi vous importez pas en France? Pourquoi? Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de planification sur, on va dire, comment nourrir les animaux. Il y a rien du tout. Même si autrefois, les grands-parents et tout, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils servaient beaucoup de luzerne, enfin plusieurs ingrédients. Pour faire grossir les bêtes plus rapidement, ils ont besoin de protéines plus riches que le soja le permet seulement. Mais il n'y a pas de vision sur le long terme pour pouvoir être indépendant, autonome sur la production de protéines végétales. Donc pour ça, il faudrait faire déjà une évaluation des cultures à mettre en place, des usages des sols, des remises en cause. Et ça, c'est vraiment une remise en cause des modèles, des pratiques agricoles intensives. Pour cela, l'aide à la conversion des agriculteurs concernés devrait être un élément de la PAC, comme la conversion à l'agriculture raisonnée sans pesticides. Donc, troisième point identifié dans la note, c'est la relocalisation de l'énergie, qu'on a identifié par le développement des énergies renouvelables, tout autant que la réduction de consommation d'énergie fossile. Donc, ce sont des questions qu'on essaie de mettre en place. Comment rapatrier la production des panneaux solaires alors qu'on a perdu le savoir-faire et la technologie, par exemple. Et ça, c'est le troisième point. Et pour conclure, donc un point non négligeable, c'est bien la question du numérique. Actuellement, la France et même l'Europe, on est vraiment considérés comme une colonie numérique complètement dépendante des GAFA et de toutes les productions de composants clés comme les puces et les batteries qui ne sont plus sur le territoire européen.
Donc voilà, donc ce sont toutes ces questions qui se heurtent à une réalité très concrète de la hausse des coûts de production, de la manque de compétences locales et également des fournisseurs. Donc voilà, c'était tout pour le moment. Ah, je vous entends plus. Philippe, tu es en muet. Ah oui, je pense que ça doit être mieux comme ça, non? Donc, merci, merci Claire, merci Adrien d'avoir posé les bases de ce débat. Et donc, je vous propose qu'on passe maintenant la parole effectivement à David et Bénédicte. Catherine, je te laisse animer. On va peut-être commencer par demander à David et Bénédicte de réagir un peu à ce qui s'est dit, et puis ensuite rentrer dans le vif des questions. Juste un petit point pratique. Je vous ai invités tous à poser des questions sur le chat pour pouvoir compléter aussi. Et donc, au fur et à mesure, je ferai en sorte que vos questions soient posées. Voilà. Donc, est-ce que David, tu veux commencer ou est-ce que Bénédicte, tu veux commencer pour réagir par rapport à ce qu'a dit Adrien et ce qu'a dit Claire? David, tu es en muet. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bénédicte, comme vous voulez, hein, je commence ou pas, c'est vous qui voyez. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Non, mais effectivement, c'est ce que vous avez dit est très intéressant tous les deux. Merci pour l'invitation. Cette question des relocalisations qu'on entend un peu à tort et à travers, effectivement, dans le débat public est très compliquée parce que sous un même mot valise, qui est un peu un slogan en fait politique aujourd'hui, on a des réalités qui sont très différentes et très hétérogènes les unes des autres. Moi, je vais essayer de faire un peu de clarification analytique pour compléter ce qui vient d'être dit et très bien dit et entrer vraiment de plein pied dans le débat. Il y a un problème depuis 30 ans en France de désindustrialisation massive, effectivement, puisque vous connaissez tous cette statistique. Entre 1980 et 2016, on a perdu à peu près 2 millions d'emplois industriels. Ça faisait à peu près 70 000 emplois industriels par an, pour des raisons d'ailleurs diverses. Hein. Les délocalisations, à proprement parler, ne sont pas le premier responsable, le premier facteur de cette perte d'emplois industriels. Ça représente à peu près 16% de la perte d'emplois industriels. Mais c'est aussi pour des raisons très simples d'externalisation, c'est-à-dire qu'on confie à des sociétés prestataires de services des fonctions qui naguère étaient assurées directement par l'industriel. Et cette dynamique d'externalisation, de même que la robotisation ou l'informatisation, a joué un rôle beaucoup plus important dans la perte d'emplois industriels. Donc, un des enjeux aujourd'hui, c'est déjà d'essayer de sauvegarder un certain nombre de secteurs industriels qui sont en situation de grande fragilité. Et de ce point de vue, la crise du coronavirus n'est pas game changer, elle est simplement un accélérateur des difficultés, de la même manière que la crise financière de 2009 avait été un accélérateur de difficultés compte tenu des difficultés d'accès au crédit d'un certain nombre d'industries en France. Donc, il y a tout un travail défensif, en quelque sorte, de préservation de nos industries clés comme l'aéronautique, l'automobile, la santé, en particulier l'industrie pharmaceutique, qui sont encore des pôles de force, mais qui sont aujourd'hui extrêmement fragilisés par la situation économique et qui pourraient demain se retrouver dans la situation de la sidérurgie ou de la métallurgie dans les années 1990. Sur cette réflexion défensive doit également se greffer une réflexion qui avait été un peu initiée avec le décret Montebourg et qui avait été prolongée à Bercy lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie, sur ce qu'est une industrie stratégique. C'est-à-dire quelle industrie, quel secteur doit-on protéger de mouvements d'OPA hostiles, de mouvements hostiles de la part d'intérêts étrangers. Évidemment, on peut considérer que la santé, le médicament peuvent être des industries stratégiques. On parlait tout à l'heure des protéines végétales. Nous sommes trop dépendants, effectivement, vis-à-vis de l'Amérique du Sud sur ce secteur. On peut considérer que le numérique est probablement dans l'avenir, en particulier pour ce qui concerne la 5G, un secteur stratégique. On peut considérer que l'espace, l'industrie de lancement de satellites est un secteur stratégique. Donc, il y a cette réflexion dans le volet défensif à avoir sur ce qu'est une industrie stratégique. Le décret Montebourg, qui a récemment été élargi
à d'autres secteurs à commencer à faire ce travail, mais il faut prolonger cette réflexion. À côté de ça, il y a une réflexion à avoir sur ce que j'appelle l'industrie du futur. Donc là, on n'est plus dans une stratégie défensive, on est plutôt dans une stratégie offensive. Et cette industrie du futur, elle va ressembler à quoi? Eh bien, cette industrie du futur, si on devait la résumer en un mot, je dirais qu'on utiliserait le mot hybridation. C'est une hybridation d'industrie et de services. C'est une hybridation d'économie nomade et d'économie sédentaire, c'est-à-dire de performance à l'export en même temps que de desserte d'un environnement local, de satisfaction d'une demande locale. C'est une industrie qui est dominée par le small is beautiful, par la personnalisation, par la customisation. Et là, il y a un certain nombre de secteurs qui sont effectivement particulièrement porteurs pour cette industrie du futur. Et le travail d'un État stratège, aucune autre entité ne peut véritablement le faire de ce point de vue-là, c'est d'identifier les 4 ou 5 grands secteurs de force dans lesquels la France pourrait se positionner pour être leader en matière d'industrie du futur et organiser tout l'écosystème à la fois de recherche-développement, d'écosystèmes territoriaux parce que cette industrie du futur est fortement territorialisée. Et si j'énumère les quelques secteurs que j'ai en tête personnellement, vous allez être surpris. Il y a par exemple l'éducation et la formation. On n'est pas dans l'industrie lourde, mais on n'est pas strictement non plus dans le service. On est dans une hybridation d'industrie-service. La EdTech, par exemple, toutes les techniques d'éducation numérique, c'est à la fois des process industriels, de prototypage, de fabrication, d'industrialisation, et en même temps, c'est du service. C'est pareil pour la santé. Vous avez une dimension de robotique médicale, par exemple, de fabrication, de biotechnologie, de nanotechnologie, et en même temps, la santé, c'est un secteur sédentaire de services et de prestations de soins qui sont prodigués à une demande locale. Le bâtiment, mais, par exemple, le génie des matériaux aujourd'hui pour améliorer toujours plus la performance énergétique des bâtiments, c'est à la fois des process industriels extrêmement sophistiqués et en même temps, c'est un secteur économique qui est adressé à une demande locale. Donc, on est vraiment dans une économie hybride, industrie-service, territorialisée, une économie de la vie. Et de ce point de vue, plutôt que de parler de relocalisation, qui n'a pas énormément de sens en réalité, il vaut mieux distinguer effectivement ces grands secteurs industriels dans lesquels nous avons une performance et une compétitivité qu'il faut préserver, quitte à les réorienter en profondeur selon des critères écologiques. Et à côté de ça, ces secteurs d'avenir qui correspondent à cette économie de la vie, à cette industrie-service, dont j'ai essayé un peu de brosser quelques exemples. Je termine en disant que ça nécessite un immense effort d'investissement public parce que derrière ces secteurs e-éducation, santé, performance des bâtiments, je pourrais en mobiliser plein d'autres, il y a de l'investissement en recherche, de l'investissement en recherche-développement, il y a une action volontariste des pouvoirs publics, en particulier des collectivités territoriales, pour créer des clusters dans lesquels il y a à la fois de la recherche, de la formation professionnelle, des chaînes logistiques qui fonctionnent, parce que cette industrie de demain, elle customise ses produits, elle teste la recherche et développement directement en usine, elle se rapproche des consommateurs, donc elle fonctionne véritablement sur une forme de circuit court et d'hybridation entre le processus industriel à proprement parler et la prestation de services. Merci David. Bénédicte, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, alors moi je vais à la fois réagir et puis peut-être illustrer les différents propos qui ont pu être tenus concernant cette thématique de la relocalisation qui effectivement a été très politisée à travers les mots de souveraineté, d'indépendance, d'autonomie qui nous animent profondément. Mais j'aimerais, avant de peut-être être un peu plus prospective dans l'avenir, de montrer ce que d'avoir une industrie dans un territoire peut-être le rural implique dans une période de crise. Alors moi, je suis députée de l'Allier, je ne sais pas si vous voyez à peu près où c'est, la circonscription de Vichy, c'est vraiment au milieu de la France, en Auvergne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et clairement, dans cette crise, on s'en est, nous, plutôt très très bien sortis, je pense pour plusieurs raisons. Parce qu'on avait des industries en local et du coup qui nous ont permis d'être très réactifs sur la nécessité de protéger les soignants et les Bourbonnais, comme on appelle les habitants de l'Allier ici, très très vite. On a par exemple un établissement de L'Oréal qui s'appelle Cap L'Oréal qui a pu produire très très vite, alors qu'il produit des crèmes,
de tout ce qui relève du soin et qui très vite s'est réorganisé pour pouvoir produire du gel hydroalcoolique et donc qui a permis de protéger les soignants, les EHPAD et même là aussi tout le monde de manière générale. On a aussi une industrie textile finalement assez importante parce que nous avons LVMH qui est présent sur le territoire, alors qui fait de la maroquinerie. On a aussi, je pense, à Fleurus qui aussi est une des chaînes et qui produit notamment des bracelets en cuir pour des grandes marques. Et toutes ces industries-là, elles se sont aussi réorganisées pour produire des masques. Et donc, on a pu pourvoir le territoire et même au-delà même du territoire très vite. Donc, en période de crise, d'avoir une industrie importante sur un territoire, quel qu'il soit, est effectivement extrêmement précieux parce qu'il nous permet de répondre très vite à un besoin. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Allier. Même si, en tout cas pour ceux qui connaissent l'Allier, on connaît comme d'autres territoires en France, effectivement, un phénomène de désindustrialisation, surtout sur des industries, je pense à l'industrie automobile du côté de Montluçon, et c'est normal, et est en recul. Ça, c'était pour moi important de vous illustrer ce que dans un territoire peut impliquer la présence d'une industrie forte. Concernant effectivement la prospective et là où on devait, quels sont les secteurs, moi je ne crois pas à la démondialisation totale. Je pense que la vraie question qu'on doit se poser, c'est effectivement en période de stress intense, de crise, alors sanitaire comme on l'a connu, mais peut-être demain de crise climatique, comment on fait face. Je pense que la bonne échelle n'est pas forcément celle de la France. Je pense que la bonne échelle est celle de l'Union européenne. Certains des intervenants l'ont évoqué, je crois que Claire l'a évoqué et puis le traite aussi dans sa note. C'est vraiment, je pense, la bonne échelle sur les secteurs qui ont été évoqués. Et là, je vais faire référence aux travaux qu'on a menés notamment au sein du groupe parlementaire La République En Marche, qui, dans le cadre de cette crise, s'est interrogé sur demain, si on doit être indépendant, si on doit avoir des secteurs où justement on est souverain, on est indépendant, ce sont lesquels on retrouve ceux qui ont été identifiés dans les différentes notes et ceux que David évoquait aussi, c'est-à-dire le secteur de la santé, du numérique et de l'agriculture. Et c'est important qu'on repense ces chaînes de valeur au sein même de l'Union européenne parce qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont éclatés dans le monde entier. Le sujet de la formation est extrêmement important parce qu'effectivement, si on veut relocaliser, il y a bien évidemment la question du coût, mais c'est pas uniquement le coût, il faut avoir des compétences. Et je pense que dans les industries d'avenir, ont été évoquées les énergies renouvelables. Je pense aussi à l'économie circulaire et au secteur des déchets qui est pourvoyeur d'emplois. On a un besoin de formation extrêmement important et il ne faut pas être complètement utopique et se dire que c'est dans 1 an ou 2 ans que finalement ces filières vont pouvoir vraiment se mettre en place. C'est effectivement une perspective de 10, 15, 20 ans et il est important d'investir. On a parlé d'investissement et c'est extrêmement important. Pour être rapide et pour terminer sur le sujet de la souveraineté, qui est peut-être un peu plus éloigné de la relocalisation, mais qui est néanmoins extrêmement lié parce qu'on parle d'investissement et que je suis commissaire aux finances, donc je ne vais pas bouder mon plaisir de ne pas parler de questions de souveraineté et de dette. Je crois que si on veut être souverain et pleinement souverain, il faut aussi qu'on ne soit pas pleinement dépendant de l'extérieur sur l'investissement qu'on peut faire justement dans notre pays au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, la dette française est très largement détenue par la Banque centrale européenne. Donc finalement, on est assez peu dépendant proportionnellement peut-être à d'autres États de l'extérieur. Néanmoins, je crois que c'est important aussi d'avoir ces dimensions financières en tête quand on parle de souveraineté, quand on parle de relocalisation, parce que c'est une dimension non négligeable de notre capacité justement à pouvoir faire ce qu'on veut et choisir de notre avenir économique. Merci Bénédicte. Je vais profiter un petit peu des commentaires qui ont été faits. Je vais vous les ressortir et puis je vais en profiter pour faire un petit historique puisque je fais partie des boomers, c'est-à-dire les vieilles personnes qui sont nées au début des années 60. Et donc, j'ai eu la chance de commencer à travailler dans l'industrie chimique que j'ai vu disparaître. Et puis ensuite, dans un autre grand groupe qui lui aussi a disparu. Donc, effectivement, moi, je l'ai vécu, cette industrie qui disparaît. J'ai réussi quand même à rester dedans. Cela dit, quand donc Fathia pose la question de est-ce qu'il serait acceptable de façon sociétale de revoir des usines de chimie fine
parce que soi-disant les usines de chimie fine génèrent des fumées et quels sont ces vaisseaux. Alors, je vais répondre en partie à la question. D'abord, les usines n'ont pas forcément toutes disparu. Il y en a encore pas mal autour de Lyon. Parfois, elles ont tout simplement été vendues à des intérêts allemands ou chinois. Donc, elles sont toujours là, hein, pour une grosse partie, ces usines. Par contre, elles n'appartiennent plus forcément à des groupes français ou même européens. La question de générer des fumées, ce point-là, je pense, c'est la vision en fait ancienne de l'industrie, celle qu'on avait dans les années 60-70 avec l'industrie sidérurgique. Donc 60-70, ça veut dire il y a 50 ans. Hein. Donc il y a vraiment aujourd'hui, et tout à l'heure David a parlé de l'industrie du futur, mais il y a quand même l'industrie d'aujourd'hui qui a énormément évolué par rapport à tous ces aspects, et notamment grâce à toute une réglementation. Donc, je ne vais pas détailler sur tout ce qui est Céveso, mais il y a vraiment une réglementation européenne et française qui est très importante par rapport à tous ces aspects de pollution, émissions dans l'air. Je pense que sur la acceptabilité, il y a deux choses. Il y a la méconnaissance finalement de l'industrie parce que ça fait très 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 longtemps qu'on a droit à de l'industrie bashing. Et quand je dis ça, ça fait au moins 50 ans. Il y a vraiment des évolutions techniques qui sont très importantes. Par contre, je dirais que sur cette connaissance de l'industrie, malheureusement aujourd'hui, c'est quelque chose, vous voyez le témoignage de Bénédicte, elle connaît l'industrie, mais pratiquement plus personne ne la connaît, ni ne veut d'ailleurs aller travailler dans l'industrie. On a la vision un petit peu du 19e siècle avec les enfants qui rampaient sous les machines de tissage. J'ai insisté sur le 19e siècle. Hein. Voilà, il y a vraiment des aspects par rapport à l'industrie qui sont importants à prendre en compte. Donc, acceptabilité, souvent, ça va avec connaissance. Et là, il y a un message de l'État qui est très récent. David en a parlé, c'est par rapport à ce changement de stratégie. L'État stratège considérait jusqu'à il y a une dizaine d'années que l'industrie n'avait plus rien à faire en France, qu'il fallait juste développer ce qu'on considérait comme moderne, c'est-à-dire l'économie du service. Et c'est seulement depuis une dizaine d'années que ça a évolué dans l'autre sens. Et par rapport à ça, justement, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous développiez un petit peu plus tous les deux, Bénédicte et David, par rapport à ce futur, ces industries qui pourraient revenir, ces industries hybrides. J'ai beaucoup aimé le vocabulaire adopté, qui serait à la fois sédentaire et nomade. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus développer sur cet aspect-là? J'ai bien entendu aussi le niveau Europe, mais finalement, d'un point de vue concret, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire revenir en France aujourd'hui, au-delà de ce qui existe déjà, puisque bon, on a effectivement toute l'industrie du luxe qui est extrêmement bien représentée en France et qui a des usines un petit peu partout, vraiment, y compris dans le Massif central. Mais il y a peut-être d'autres industries qui devraient revenir et vous voyez lesquelles? David? Yes. Alors, effectivement, question importante. Alors, juste pour préciser pour les auditeurs, la distinction entre emploi nomade et emploi sédentaire, c'est une distinction que j'ai reprise de l'une de mes grandes références intellectuelles, qui est Fernand Braudel. Pour ceux qui ont du temps, il a écrit une trilogie d'histoire économique qui s'appelle La civilisation matérielle. Et en réalité, Braudel distingue trois couches de l'économie. Il distingue la couche la plus immédiate, la plus locale, c'est ce qu'il appelle la vie matérielle, c'est ce qui en gros correspond à l'autoconsommation, à l'autosubsistance, qui était ultra dominante au Moyen-Âge, évidemment, dans les économies agricoles. Ensuite, il y a ce qu'il appelle, dans son vocabulaire à lui, l'économie de marché, qui désigne les échanges entre des places de marché. Alors, ces échanges se sont beaucoup structurés à la Renaissance au niveau national, puisque l'accroissement de l'économie de marché a été très lié au développement d'infrastructures de transport et au commerce interville, hein, et à
l'urbanisation, de la Renaissance. Et puis, la troisième couche dans le vocabulaire de Brodel, c'est le capitalisme. Et le capitalisme, il est d'emblée mondialisé, il est d'emblée lié à la finance, c'est-à-dire à du financement par de la dette. Il est d'emblée lié à des grandes opérations, en quelque sorte, industrielles et économiques. Alors, pardon pour ce détour un peu spéculatif, mais cette réflexion brodélienne m'a inspiré, et à d'autres aussi, je pense à Pierre-Noël Giraud, une distinction qui n'est pas assez mobilisée en économie, qui est une distinction d'économie politique, en fait, plus que d'économie, de macroéconomie classique, entre ce que j'appelle les emplois nomades et les emplois sédentaires. Les emplois nomades, c'est les emplois qui sont immédiatement en concurrence avec d'autres emplois ailleurs dans le monde. Donc, il suffit que, par exemple, Boeing ait un meilleur carnet de commandes pour que ça ait un impact immédiat sur les emplois d'ingénieurs ou d'ouvriers chez Airbus. En revanche, les emplois sédentaires, c'est tous ceux qui s'adressent prioritairement à une demande locale, que ce soit une demande ultra-locale ou une demande nationale ou une demande régionale. Et ce qu'on constate en France, de manière très inquiétante, mais aussi aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, c'est que depuis 30 ans, il y a un effondrement de l'emploi nomade, et notamment de l'emploi nomade peu qualifié. C'est-à-dire que, en gros, l'emploi industriel et en particulier les emplois d'ouvriers se sont effondrés. Alors, il y a eu plein d'études du MIT aux États-Unis, 2 millions d'emplois industriels perdus entre 2000 et 2010. En France, je vous donnais le chiffre tout à l'heure de 70 000 emplois industriels détruits. Donc, on a une structure de l'emploi français qui est totalement déformée, puisque vous avez toujours un gisement d'emplois nomades très qualifiés, et souvent ce sont des emplois qui sont à la lisière de l'industrie et du service, ou qui sont dans du service délocalisable à haute valeur ajoutée, par exemple le marketing, la R&D, la publicité, où on est toujours en quelque sorte à la croisée des deux types d'emplois. Vous avez une destruction totale de l'emploi intermédiaire et de l'emploi ouvrier, et puis vous avez de plus en plus d'emplois de service peu qualifiés, notamment d'emplois de service à la personne. Et en général, c'est vrai que vous avez vu la filmographie ou la bibliographie qui raconte malheureusement ces usines qui ferment ici ou là en France, les ouvriers qui avaient un savoir-faire qui se transmettait parfois de génération en génération avec tout un écosystème local, quand ils perdent leur emploi, ils sont obligés de se reconvertir soit dans des vigiles de supermarché, je pense au film de Stéphane Brisé qui s'appelle La loi du marché, avec un excellent Vincent Lindon, soit dans des call centers. Donc, vous voyez, c'est des emplois de service à faible valeur ajoutée. Et il y a une perte de substance et de savoir-faire qui, évidemment, est très forte. Donc, l'enjeu, si vous voulez, presque existentiel pour la France et pour l'Europe, mais en particulier pour la France, parce que nous avons subi une désindustrialisation beaucoup plus forte que l'Italie ou que l'Allemagne, c'est d'arriver d'une part à reconstituer des gisements d'emplois intermédiaires nomades. Donc là, moi, je crois beaucoup à ces clusters d'entreprises compétitives de taille intermédiaire. Il y a quelques gisements en France comme ça dont il faut s'inspirer. Les Herbiers en Vendée, Vire dans le Calvados, Figeac dans le Lot. Je pourrais donner des exemples comme ça parce qu'il y a de vraies réussites. D'ailleurs, ça s'est beaucoup plus fait dans l'ouest de la France. C'est intéressant de voir que la réindustrialisation se fait dans l'ouest alors que dans les années 50, l'industrie était surtout dans l'est, notamment dans la région de la Lorraine. Et l'Ouest était plutôt connu pour ses emplois de fonctionnaires ou ses services, mais il y avait très très peu d'industrie. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des poches de réindustrialisation en Normandie, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a ce gisement d'emplois nomades intermédiaires à reconstituer. Et ça, il n'y a pas de secret. Ça nécessite à la fois d'être compétitif, parce que, évidemment, le coût du travail, évidemment, la capacité, la puissance exportatrice est en jeu, puisqu'il faut commercialiser ces choses-là aussi à l'étranger. Mais il y a aussi toute une dimension de stratégie hors prix, de stratégie amont, d'investissement dans la recherche, de création d'écosystèmes territoriaux, etc., qui nécessitent effectivement une vraie politique industrielle, ce qu'on a, par parenthèse, un peu perdu en France, puisqu'aujourd'hui, je veux dire, il n'y a plus de ministère de l'Industrie, c'est un vague secrétariat d'État qui est perdu dans Bercy. Donc, une très bonne chose qui pourrait être faite pour l'acte 3 du quinquennat, comme on dit, c'est de créer un ministère de l'Industrie autonome de Bercy. Et bon, ça, ce n'est qu'une opinion personnelle. Et puis, à côté de ça, il faut effectivement penser des écosystèmes territoriaux, c'est-à-dire augmenter ce que moi j'appelle la valeur ajoutée territoriale, c'est-à-dire la part de la richesse dans un territoire qui est produite par et pour ce territoire. Et là, vraiment, l'industrie du futur est un très, très bon candidat parce que cette industrie, elle hybride le service et le produit. Elle a une couche servicielle qui est toujours plus importante, qui dégage toujours plus de valeur. Elle touche à l'économie de la vie, elle touche à la santé, elle touche à la formation, elle touche aux loisirs,
elle touche à la culture, elle touche au logiciel. Et donc, il y a ici quelque chose de très intéressant qui pourrait être exploré. En tout état de cause, moi, plutôt que de dire qu'on va faire des relocalisations, bien sûr qu'il peut y avoir quelques usines qui reviennent parce que les salaires ont augmenté en Chine, parce qu'il y a des tentations protectionnistes, parce que les opinions publiques sont plus sensibles aux faits écologiques et donc les coûts de transport sont renchéris par des taxes carbone ou des choses comme ça. Bien sûr, c'est souhaitable, mais ça restera epsilonesque et surtout ça concernera des secteurs qui sont déjà des secteurs du passé en quelque sorte. Ce qu'il nous faut envisager de plein pied, surtout dans un pays où on a de la matière grise, c'est cette industrie du futur très ancrée dans les territoires qui permet de dégager à la fois des emplois de cadre, des emplois intermédiaires et des emplois peu ou pas qualifiés. Et il faut vraiment penser à un équilibre parce qu'il y a un risque avec la fameuse réindustrialisation dont tout le monde parle en ce moment, c'est que comme elle s'appuie beaucoup sur la robotique, sur le digital, elle soit peu créatrice d'emplois et surtout les seuls emplois qu'elle crée sont des emplois de cadres très qualifiés. Et donc, on se retrouverait avec le même problème que celui qu'on connaît depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on laisse sur le bord du chemin des millions de gens qui deviennent, comme l'a dit Pierre-Noël Giraud, des travailleurs inutiles. Et ça, c'est terrible. Ce qu'il faut, c'est recréer de bons emplois, de bons jobs partout sur le territoire avec cette pyramide sociale et cette pyramide de l'emploi. Et ça, ce n'est pas simplement un projet économique, c'est un projet politique. Mon ami Olivier Luanzi dit souvent, pour avoir une politique industrielle, il faut d'abord avoir un dessin. Il faut d'abord avoir un dessin français. Ce dessin, dans les années 1960, à l'heure gaulo-pompidolienne, c'était la modernisation. On s'appuie sur quelques grands secteurs stratégiques qui vont drainer toute une activité industrielle autour de grands projets subventionnés ou drainés par l'État, la conquête spatiale, le nucléaire, les télécoms, le Concorde, etc. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus exactement les mêmes enjeux. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la reconquête d'une cohésion territoriale. Donc, c'est des écosystèmes territoriaux. Et puis, c'est aussi ce souci de la transition écologique, des transitions au pluriel d'ailleurs, écologique, numérique, démographique, démocratique. Donc, cette économie de la vie, on peut l'anticiper, on peut avoir un nouveau projet français, mais il faut mettre des mots dessus et surtout, il faut que derrière, il y ait une vraie politique industrielle cohérente qui soit conduite. Si je peux rebondir, Catherine, et prolonger sur ce que disait David, je pense que on a un vrai enjeu, c'est derrière tout ça, le vrai enjeu politique, c'est de combler la fracture centre-périphérie qu'on a pu connaître avant la crise, qu'on connaîtra après la crise, qu'on a connu pendant la crise d'ailleurs. Et je pense que cet enjeu de relocalisation, si on choisit de l'appeler comme ça, en tout cas dans le cadre de cette conversation, il y a un énorme enjeu, effectivement. Mon président de département parle d'une revanche des territoires ruraux sans avoir un esprit revanchard, mais néanmoins de montrer qu'ils ont été, et comme je l'illustrais d'ailleurs tout à l'heure, ont été présents pour la France pendant cette crise et qui doivent retrouver toute leur place et saisir cette nécessité peut-être de réindustrialiser, mais avec une industrie nouvelle et penser pour demain à travers une politique de repeuplement de notre territoire de manière générale également. Et si je peux répondre à une question, ou en tout cas une interpellation qui nous est souvent faite depuis le début du quinquennat à nous parlementaires de les impôts de production, il faut effectivement les abaisser et de manière prioritaire peut-être demain après la crise. Bien évidemment que la fiscalité française, on le sait tous aujourd'hui, pèse énormément sur les ménages et sur les entreprises et d'un point de vue compétitivité, c'est sûr qu'on est bien moins bon que nos voisins européens. Néanmoins, je pense qu'il n'y a pas que ça dans la nécessité pour pouvoir encourager une politique de relocalisation, une politique aussi où les gens vont aller chercher de l'emploi dans les territoires ruraux. Il faut créer les conditions d'accueillir ces nouvelles populations, les services publics notamment, où finalement il va falloir prendre ma voiture, faire 20 km pour aller à la poste ou faire autre chose. C'est forcément des conditions qui sont moins satisfaisantes pour ce type de population. Donc je crois qu'il faut qu'on s'inscrive, cette problématique-là, elle est effectivement, elle est une petite bille, j'ai envie de dire, dans quelque chose d'aménagement du territoire qui est effectivement structurant, à mon avis, pour cette relocalisation. Peut-être pour répondre concrètement à la question que vous nous posiez, sur quelles industries on pourrait faire revenir, ou peut-être, j'ai envie de dire, je catégoriserais aussi peut-être à développer et aussi à protéger. Peut-être pour commencer à celle qu'on pourrait peut-être ramener, j'évoquais tout à l'heure l'industrie du textile.
Aujourd'hui, il y a une matière qu'on sait bien produire, alors même si elle est peut-être controversée d'un point de vue écologique parce qu'elle consomme beaucoup d'eau, c'est notamment le lin qui est produit notamment en Normandie, mais qui aujourd'hui, on peut faire avec du lin, on peut faire des jeans, hein, made in France, tissé en France, ça existe. Mais c'est typiquement ce genre d'industrie aujourd'hui sur lesquelles finalement on est peut-être un peu timide et qu'on pourrait davantage développer, mais ça nécessite, comme je l'évoquais tout à l'heure, des compétences et peut-être plus de temps et des coûts aujourd'hui effectivement qui sont importants et aussi modulo des controverses écologiques qu'il est important d'entendre aujourd'hui parce que réindustrialiser c'est bien, dans quelles conditions, c'est bien évidemment aujourd'hui extrêmement important de mettre cette condition-là. Il y a aussi le sujet du papier. Ça a fait la une des journaux aussi pendant la crise avec une des dernières usines de papeterie qui serait en cours de fermeture. Là où aujourd'hui, on a des tonnes de papier à recycler, où la Chine ne veut plus recevoir nos papiers. Là aussi, c'est assez incompréhensible qu'on ne préserve pas ces industries, qu'on ne les ramène pas sur notre territoire. Je crois qu'il faut se poser les bonnes questions, effectivement. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est le genre d'industrie qu'il faut garder parce que ça participe de, là aussi, nos objectifs de développement et d'économie circulaire. Il y a une troisième, et je vais l'illustrer aussi, une troisième industrie dont on a déjà parlé tout à l'heure, celle des énergies renouvelables. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la lacune ou l'écueil, peut-être, c'est le mot plus approprié, c'est qu'on reste sur des connaissances passées. Et par exemple, en Auvergne, on pourrait très bien, on a des terres chaudes. La géothermie est typiquement un type d'énergie qui pourrait être totalement exploité, mieux exploité, développé. Or, en tout cas, c'est ce que me disent les acteurs qui aujourd'hui travaillent dans cette filière, c'est qu'ils rencontrent des obstacles, notamment dans les administrations, mais parce qu'ils se basent sur des connaissances qui sont souvent obsolètes. Et d'autant plus que, petit aparté concernant le numérique, quand on fait de la géothermie, dans le fluide, on peut retrouver du lithium, donc ça peut être assez intéressant d'ailleurs pour faire des batteries, notamment pour les voitures électriques. Sur les industries peut-être à imaginer aussi, dans le cadre du numérique, alors on n'a pas de terres rares, c'est vrai. Néanmoins, et ça, je ne vais pas me réapproprier une proposition qu'ils ont faite, mais c'est des collègues à moi, notamment de la Commission des affaires étrangères, qui se disent que peut-être qu'on pourrait imaginer une filière de recyclage beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante concernant les téléphones portables, les ordinateurs. C'est très compliqué. Hein. Là aussi, il ne faut pas imaginer, je dis ça comme si c'était très très simple, mais récupérer des matériaux et notamment des matériaux qui permettent de construire des appareils numériques dans des téléphones portables ou dans des ordinateurs, c'est très compliqué. Néanmoins, ce sont des filières sur lesquelles on pourrait travailler parce qu'on sait que c'est une forme de puissance que ça nous donnera aussi dans ces secteurs-là. Donc voilà quelques exemples concrets, à mon avis, des secteurs sur lesquels on pourrait travailler et où la France, en tout cas, à mon avis, pourrait avoir des marges de manœuvre assez importante. Je vois que le temps passe. Vous avez tous les deux mentionné l'Europe. Peut-être que par rapport à cet aspect-là, vous pourriez en dire un petit peu plus. Bénédicte, peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'échelle européenne et par rapport auxquelles il peut y avoir un effet de levier. Typiquement, le numérique, je l'évoquais, c'est à l'échelle européenne qu'on doit effectivement penser. Alors, à la fois en termes j'ai envie de dire, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Donc, je parlais de la matière, de la ressource, mais il y a aussi bien évidemment l'ensemble des infrastructures. Aujourd'hui, on parle aussi de la 5G. Je pense que c'est l'ensemble de cette chaîne-là qu'on doit pouvoir, et aussi du traitement de la donnée et de la protection de la donnée. C'est bien évidemment quelque chose d'extrêmement, très difficile à gérer au niveau d'un seul État et que seule l'Union européenne aujourd'hui en la matière peut nous protéger vis-à-vis de mastodontes que sont les États-Unis ou que sont la Chine. Concernant aussi l'industrie et les entreprises, parce qu'elles ont été évoquées tout à l'heure, je pense à Facebook, forcément Google ou même Zoom, parce qu'aujourd'hui on n'est pas sur Zoom, on est sur une autre plateforme. Néanmoins, ça a été beaucoup utilisé, ça a été beaucoup critiqué.
Moi, je me souviens d'un copain à moi qui, quand on était en master de fiscalité internationale, où je ne vais pas vous faire le débat de la taxe numérique, etc., mais qui me disait, lui, il n'était pas favorable à ces taxes-là parce qu'il me dit, on va quand même pas sanctionner les États ou en tout cas ces entreprises-là parce qu'elles ont justement su, elles, se structurer et devenir voilà, des géants du numérique. Bon, je ne partage pas forcément cette analyse parce qu'on a le droit d'être puissant, mais pas forcément se faire fi des règles ou en tout cas jouer avec elles. Néanmoins, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si aujourd'hui l'Europe sera en capacité de créer ses propres géants du numérique. Est-ce que c'est pas trop tard d'ailleurs? Est-ce qu'elle ne devrait pas anticiper sur autre chose? Néanmoins, c'est des vraies questions qu'aujourd'hui je me pose. Et l'Europe, alors il y a le RGPD qui aujourd'hui, je pense, est une démonstration de la capacité de l'Europe à agir. Néanmoins, il faut aller beaucoup plus loin. Le Cloud Act est aujourd'hui voilà, quelque chose d'intéressant aussi. Il y a eu des annonces de Bruno Le Maire la semaine dernière sur, là aussi, en termes de protection des données et de projets européens. Donc, je pense que vraiment, de ce point de vue-là, c'est la meilleure échelle à laquelle on peut travailler sur ce secteur en particulier. David, un commentaire sur ce sujet? Sur l'Europe? Je sais pas Oui, alors sur l'Europe, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que la réindustrialisation, ça doit d'abord être une stratégie française, même si derrière, il y a un effet de levier européen massif. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'Italie ou l'Allemagne, en tout cas l'Italie du Nord ou l'Allemagne, ne sont pas dans un état de désindustrialisation aussi catastrophique et problématique que l'est la France. Et par ailleurs, ce sont des tissus industriels extrêmement cohérents qui se sont structurés au niveau national. On le voit d'ailleurs, il y a une continuité d'ailleurs assez profonde entre le tissu industriel nord-italien et tout ce qu'on appelle l'Allemagne alpine, l'Autriche, la Bavière, etc. C'est des spécialisations sectorielles. Et de ce point de vue-là, la question de la réindustrialisation, c'est d'abord une affaire française. C'est-à-dire que si l'État français et la société collectivement n'est pas capable de réembrasser l'industrie, de réinventer une industrie désirable aussi, parce que tout à l'heure, ça a été dit par un des intervenants, il y a de moins en moins de formations professionnelles qui orientent vers ces filières et ces métiers-là, et il y a de moins en moins d'amour aussi de l'industrie de la part des jeunes qui font des IUT, des BTS, etc. Si on n'est pas capable d'avoir ce discours-là, la partie est perdue. Ensuite, pour ce qui est de l'Europe, évidemment qu'il y a un enjeu majeur, et cet enjeu majeur pour moi, il est d'être capable de faire effet de levier et d'investir massivement dans quelques secteurs qu'on considère comme stratégiques et qui sont pour lesquels l'Europe est la bonne taille critique. Alors évidemment, on en parle tous les jours, en particulier vous, puisque vous êtes particulièrement engagé, et c'est très bien sur cette question de la transition écologique, à Ozon Progrès. Je pense que c'est la question de la transition écologique, c'est-à-dire qu'il faut être capable maintenant d'aligner les milliers de milliards d'euros, que ce soit par création monétaire à la BCE, par investissement de la Banque européenne d'investissement, etc., qui vont permettre d'investir dans les infrastructures de mobilité, dans le rail, dans les pistes cyclables, dans les routes du futur, qui vont permettre d'investir dans la rénovation thermique des bâtiments, puisqu'il y a des dizaines de millions de passoires thermiques en Europe, qui vont permettre enfin de faire la transition écologique de l'agriculture tout en lui permettant de garder sa performance et de créer des emplois, et qui vont permettre aussi, évidemment, de faire une révolution massive dans les énergies renouvelables, et notamment de résoudre un certain nombre de problèmes comme celui de l'intermittence. Je ne veux pas être trop long sur ce sujet, mais c'est majeur. C'est une affaire de milliers de milliards d'euros. Nous avons des positions à prendre dans ce secteur. C'est clé pour le reste de l'économie parce que ça a des effets d'entraînement majeurs. Et là, évidemment, on a besoin de l'Europe. Quelques autres secteurs peut-être aussi dans lesquels il peut y avoir effet de levier. Le numérique, ça a très bien été dit. Il y a des enjeux majeurs qui se profilent avec l'intelligence artificielle, avec la 5G. Bon, la bataille des Google, etc., elle est perdue. Elle est perdue. On ne va pas réinventer un Google européen maintenant. C'est trop tard. C'est des acteurs qui sont quasiment monopolistiques. Il y a eu d'ailleurs une stratégie extrêmement forte de la part des pouvoirs publics américains. Je vous renvoie au livre de Mariana Mazzucato qui s'appelle The Entrepreneurial State, qui montre à quel point ces réussites, Facebook, Google, etc., sont quand même liées à la fois à de la recherche, à des investissements publics, à du capital risque, à des universités, donc à vraiment des écosystèmes encouragés par la puissance publique. Bon, il faut que nous, au niveau européen, on fasse la même chose, mais pour la prochaine vague d'innovation.
Et cette vague d'innovation, par parenthèse, je ne souhaite pas que ce soit une vague d'innovation complètement monopolistique et concentrée comme peuvent l'être aujourd'hui les Amazon, Facebook, etc., mais que ce soit une innovation digitale qui serve la vie, qui serve les territoires et qui serve la transition écologique. Et puis évidemment, je ne peux pas être complet sans parler de la santé. L'Europe de la santé, on en parle beaucoup. L'essai européen Discovery, c'est une catastrophe absolue. Il n'y a que la France en réalité qui a véritablement participé à cet essai. Les Allemands ont fait leurs essais dans leur coin, les Britanniques sont en dehors de l'Europe, ils ont fait leurs propres essais, donc il n'y a rien. Et pour la recherche du vaccin, c'est pareil. Les grands géants pharmaceutiques sont tous partis dans leur coin en espérant décrocher la timbale. Il n'y a aucune coordination européenne. C'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc vraiment, ce qu'il faut faire, c'est convaincre les États européens de mettre des milliers de milliards sur la table pour 3 secteurs. Mais moi, je ne suis pas hyper optimiste parce que je vois, si vous voulez, les réticences qu'il y a pour mettre 2 à 5 milliards pour n'importe quoi sur la table. Donc, je ne vois pas comment, aujourd'hui, on prend le chemin d'aligner les milliers de milliards qui sont nécessaires à ces trois secteurs stratégiques. Donc, pessimisme européen. Et si je devais résumer, je dirais qu'il y a besoin d'une stratégie française de réindustrialisation et d'un effet de levier européen pour quelques grands secteurs. Juste, merci beaucoup, David. Alors, on va pas donner la parole à tout le monde, mais je crois qu'il y a Pierre Ducret qui voulait intervenir. Je voudrais lui laisser la parole quelques minutes. Merci beaucoup, Philippe. Oui, je voudrais faire rapidement 4 points. Le premier, pour dire que je partage le consensus qui me semble se dégager sur le fait que il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de la division du travail. En gros, c'est parce que c'est autour de ça que tourne au fond le débat, ou en tout cas les positions les plus radicales, les plus enthousiastes sur l'idée qu'on va tout relocaliser et qu'on va tout pouvoir faire à côté de chez soi. Donc, je pense que la division du travail a d'énormes bénéfices. Et moi, même si dans ma jeunesse, j'ai frémi en lisant le jeune Marx disant qu'on pouvait faire de la critique le matin et de la menuiserie l'après-midi, je pense que la division du travail est une bonne chose et un véritable facteur de progrès, justement, puisqu'on est à horizon de progrès pour l'humanité. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un problème de souveraineté. Et il me semble que cette question de la souveraineté, c'est vraiment à l'échelle de l'Europe qu'il faut la traiter. Et je ne partagerai pas ce pessimisme européen, surtout pas en ce moment. C'est un débat qu'on a souvent eu, Philippe et moi, enfin quelques fois en tout cas, et récemment. Je pense qu'en ce moment, on a des raisons quand même de redevenir optimiste sur la capacité de l'Europe à se ressaisir, compte tenu des décisions récentes qui ont été prises et de la façon dont se met en place le Green Deal, les positions de la Commission européenne et les positions Macron-Merkel. Troisième point, sur l'industrie. Ce que je voudrais... Enfin, je pense qu'il faut distinguer, ce sera l'objet de mon 4e point, la question des relocalisations et la question purement de l'industrie. Au fond, pourquoi est-ce qu'il faut peut-être réindustrialiser, en tout cas défendre le secteur industriel? C'est parce que principalement, ça produit des emplois intermédiaires qui sont un gage essentiel de l'ascenseur social. En fait, pour moi, c'est ça la principale raison de la défense du tissu industriel. La principale raison, c'est que c'est un moyen de la présence d'emplois industriels permet de lutter contre les inégalités, au bout du compte. Et ça me semble essentiel, mais encore une fois, c'est à l'échelle de l'Europe que ça doit jouer. Maintenant, il faut avoir en tête que la désindustrialisation du fait de la robotisation, de l'économie, la transformation de l'économie mondiale, la désindustrialisation est un phénomène global. La Chine aussi se désindustrialise. Je vous renvoie aux analyses régulières de Patrick Arcus, notamment à ce sujet. Donc, ça ne nous épargnera pas le fait de réfléchir aux moyens de créer d'autres types d'emplois intermédiaires. Et il semble que un des résultats de la crise que nous traversons, c'est que probablement il va falloir sérieusement fabriquer des emplois industriels autour des emplois de la santé, de l'éducation, qui sont pour le moment très très dévalorisés. Là, ça nous éloigne de la question des relocalisations, mais c'est parce qu'on a beaucoup parlé de l'industrie comme seule solution. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, encore une fois, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un problème de défense du tissu industriel. Et ma dernière remarque, alors pour revenir vraiment aux relocalisations, ça a été évoqué tout à fait au début, mais c'est que bien sûr la division internationale du travail est utile et produit des choses qui sont tout à fait désirables et souhaitables, mais elle est aussi quelquefois complètement stupide.
D'ailleurs, c'est pas de la division internationale du travail, c'est tout simplement de la bêtise. Et c'est quelquefois extraordinairement dangereux. Et je pense particulièrement dans le monde agricole. Enfin, je veux dire, je vais prendre un exemple qui n'est pas français, mais c'est le Maroc. Le Maroc, qui est probablement un des pays du monde les plus touchés par le stress hydrique et le danger de stress hydrique permanent, exporte de l'eau. Pourquoi ils exportent de l'eau? Parce qu'ils exportent des tomates et des courgettes. Les tomates et des courgettes, c'est de l'eau. Donc, vous voyez, ça c'est une stupidité absolue, quoi. De la même façon, le fait que nous dépendions totalement du Brésil, des États-Unis pour nos importations d'alimentation animale, c'est quelque chose de complètement dingue. Enfin, on peut pas continuer à faire ça alors qu'on est tout à fait capable de produire du sol. Et là, à nouveau, on retrouve un vrai sujet de souveraineté, mais qui, encore une fois d'ailleurs, doit se traiter pour moi prioritairement à l'échelle de souveraineté qui doit être le nôtre et qui est celui sur lequel on sera le plus efficace, qui est l'échelle de l'Union européenne. Merci. Merci Pierre. Alors, il est 16h12, donc on a déjà dépassé un tout petit peu l'heure. Je vous propose qu'on aille vers une conclusion et peut-être alors David, Bénédicte, à moins qu'Adrien et Claire veuillent dire un mot avant, si vous avez des points à rajouter. Attends. Ouais, c'est bon. À rajouter, pas forcément. Par contre, je trouve que c'est extrêmement intéressant de repenser cette question de la réindustrialisation et effectivement avec une vision un petit peu plus moderne que celle qu'on peut avoir. Effectivement, quand on parle industrie, on pense aux fumées noires, on pense aux accidents industriels et j'ai vu passer dans le chat effectivement la référence faite à Lubrizol. Ça c'est effectivement une industrie qui est ancienne. Je trouve que ce que je retire vraiment de ce débat, c'est on a des opportunités industrielles qui sont fondées sur de nouvelles compétences, qui sont fondées sur de nouvelles opportunités. À l'échelle nationale ou européenne, le débat reste ouvert. Mais en tout cas, on doit penser l'industrie dans un cadre nettement plus moderne, avec des technologies, avec des compétences, avec des ressources qui ne sont pas celles de l'industrie d'avant et qui permettent à tous les territoires de se saisir de ces opportunités. Moi, c'est ce que j'en retire largement, qui permet effectivement, je pense, de rationaliser un petit peu cette question de la souveraineté qui, à certains égards, est un véritable danger culturel dans lequel on risque de se jeter. Claire, un dernier mot? Je vais faire court. On a parlé justement de la réindustrialisation et la relocalisation. Je pense aussi qu'il faut... elle est en... Claire, tu es en mute. Alors oui, donc je disais notamment, il y a tout l'aspect accepter le projet, enfin le côté acceptabilité du côté industriel sur nos territoires. Et je pense notamment que l'aspect politique doit être vraiment pris en compte pour les citoyens qui vivent dans la France périphérique, ces territoires ruraux un peu abandonnés. Et la démocratie environnementale est un levier important qu'il faut développer pour tous les projets qu'on veut mettre sur le territoire. Donc ça, c'était le dernier point que je voulais mettre. Merci beaucoup Claire. Donc du coup, je vous propose qu'on donne le dernier mot d'abord à David et puis ensuite à Bénédicte et puis ensuite on va clore cette session. Oui, alors moi très rapidement, chacun des 4 points qui a été fait par votre avant-dernier intervenant mériterait effectivement qu'on en discute 2 ou 3 heures sur chacun. C'était assez intéressant, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais sur la question de l'industrie, il y a un truc très juste qui a été dit, c'est sur effectivement l'industrie, c'est pas simplement l'industrie. En fait, c'est pas simple. On ne veut pas réindustrialiser pour réindustrialiser. C'est qu'effectivement, l'industrie est un formidable réducteur de fractures sociales, de fractures territoriales, un formidable vecteur de sens, de bons emplois, parce que l'un des défis auxquels sont confrontées les sociétés occidentales aujourd'hui, c'est ce que dit très bien mon ami l'économiste Danny Rodrik, c'est de sortir de cette pyramide où vous avez 4 ou 5% de gens qui sont dans les emplois super qualifiés, dans les métropoles, etc. Et puis une armada soit de bullshit jobs, soit d'emplois de services peu gratifiants, peu valorisants, avec aucune perspective d'ascension. Il faut vraiment reconstruire un tissu social, et c'est vrai que redessiner un projet productif, d'ailleurs je ne sais pas si c'est industrie, parce que comme je disais tout à l'heure, toutes les lignes de démarcation se brouillent. Un projet productif raisonnablement
ancrée dans les territoires et résolument au service de la vie des gens, c'est-à-dire de la formation, de la santé, du sport, de l'éducation, etc., c'est le meilleur moyen de retrouver cet équilibre social qui nous fait tellement défaut. Maîtriser la mondialisation, pour moi, c'est ça, c'est trouver en fait un projet collectif, et dans le projet collectif, il y a une forte composante productive qui nous redonne, pardon pour le terme anglo-saxon, de l'agency, c'est-à-dire du pouvoir sur nous-mêmes. Parce que pendant 40 ans, la mondialisation libérale, elle a apporté des efficiences, c'est vrai, elle a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté, mais elle a aussi, notamment dans les pays industrialisés, fracturé en profondeur les sociétés. C'est ce qu'on n'a pas vu venir, en tout cas on ne l'a pas vu avant très tard. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut retrouver, effectivement, c'est du pouvoir d'agir collectif. Et la brique industrielle, la brique productive, on va dire, est absolument essentielle, étant entendu que cette brique productive doit être réinventée dans un contexte où nous avons plus de contraintes. D'accord ? Plus de contraintes parce que, évidemment, nous devons être irréprochables du point de vue de la transition écologique. Donc, plus de contraintes, plus de défis, moins de moyens sans doute, mais un beau défi à réinventer collectivement. Voilà, plus de contraintes, moins de moyens. Bénédicte, ça t'inspire pour la conclusion? Oui, merci Philippe et merci parce que ça fait du bien pour une parlementaire de sortir de son cercle de parlementaires de temps en temps et s'ouvrir sur les réflexions extérieures. Mais moi, je terminerai sur cette thématique de la relocalisation à peut-être utiliser cette notion au centre de cette réflexion qui est celle du bon sens et qui d'ailleurs, je pense, a guidé un peu les interventions des uns et des autres où c'est pas la démondialisation totale, c'est relocaliser, mais pourquoi? Pour se protéger, pour David l'a réévoqué, ça me tient comme député de l'Allier, c'est évidemment un enjeu majeur, mais de réaménagement et de repeuplement et de réduire les factures entre cette fameuse périphérie qui ne se limite pas aux territoires ruraux, hein, mais qui est aussi la banlieue, les quartiers populaires, il faut les intégrer aussi parce qu'ils sont pleinement concernés. Mais cette notion de bon sens, avec justement faire les choses, on parlait des protéines animales et je viens d'un territoire où le premier secteur d'activité est l'agriculture et c'est vrai que c'est complètement fou qu'on doive importer des matières pour nourrir les bêtes alors qu'on pourrait le faire à l'échelle locale. Et le deuxième sens de bon sens, c'est celui qu'évoquait David. C'est oui, l'industrie est quelque chose aujourd'hui où il y a des emplois, ça va réduire les inégalités, etc. Mais il faut redonner du sens à l'emploi. Et il y a déjà des super initiatives, je pense à mon territoire pêcheur.com, industrie du numérique, mais ça, en fait c'est l'Amazon, si vous voulez, c'est l'Amazon du matériel de pêche. Mais ils ont mis en place, alors mettre des choses dans des boîtes, etc., c'est intellectuellement pas forcément très, très passionnant. Néanmoins, il y a une politique des ressources humaines au sein de cette entreprise extrêmement intéressante, où on fait passer les employés à différents postes, où on leur fait monter des projets, où on inscrit l'entreprise aussi dans un écosystème environnemental, on met en place des projets environnementaux, on calcule l'émission de CO2 de chaque personne qui vient dans l'entreprise. Donc, on peut créer du sens peut-être qui va au-delà même du contenu de son emploi dans l'entreprise, mais qui permet de s'inscrire dans sa société et de rentrer chez soi et d'avoir l'impression de ne pas avoir été simplement une machine qui prépare des paquets, mais qui s'inscrit vraiment dans un projet global. Donc, ça nous amène à être positif pour l'avenir, même si effectivement, je pense qu'il faut être assez pragmatique, les moyens ne seront pas indéfinis, mais seront contraints, mais ça nous amènera justement à être d'autant plus créatifs, je pense. Merci beaucoup à tous. Merci David, merci Bénédicte d'avoir joué le jeu de ce débat aujourd'hui. Merci à Claire et Adrien pour leurs notes et leur présentation. Merci beaucoup Catherine pour avoir coordonné et organisé ce débat. Merci à tous les participants aussi et à Pierre pour ses remarques. On va poursuivre évidemment la réflexion au sein de Nos en Progrès sur l'ensemble de ces thématiques et je vous souhaite une bonne fin de week-end. À très bientôt. Au revoir, bon week-end. Merci, au revoir. Bon week-end.